Quand on parle d'innovation à l'école, on imagine tout de suite des tablettes, des robots, des salles de classe qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux. Mais est-ce que c'est vraiment ça le cœur du sujet? Et si la véritable transformation était ailleurs? Moins visible peut-être, mais bien plus profonde. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que l'innovation éducative veut vraiment dire, en se basant sur des données très concrètes. On va voir la différence entre le mythe et la réalité du terrain. On remontera à une année clé 2005, on dressera une sorte de carte de France de ceux qui innovent, on cherchera la vraie recette du changement, et à la fin, on révélera l'ingrédient secret, celui qui change tout. Allez, on commence par le commencement. Le mot innovation, on l'entend partout, il est un peu à toutes les sauces, mais souvent il est un peu vidé de son sens. Il est temps de dépasser les clichés pour voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. La question a l'air simple, mais en fait, la réponse est loin d'être évidente. Est-ce que c'est une nouvelle application, une méthode pédagogique révolutionnaire, ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus fondamental? L'écart entre le mot à la mode et ce qu'il signifie concrètement est souvent énorme. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'image d'Épinal, le mythe, le prof héros, seul dans son coin avec son super gadget. De l'autre, on a la réalité, celle qui ressort de milliers de cas analysés. L'innovation qui marche, celle qui dure, c'est une affaire collective. On passe de l'action isolée d'une seule personne à un vrai projet porté par toute une équipe. Justement, pour bien comprendre cette dynamique de groupe, il faut faire un petit retour en arrière. Il y a un moment charnière, une loi, qui a fourni un cadre légal et qui a vraiment tout changé dans le système éducatif français. Avant 2005, innover, c'était souvent une démarche militante. C'était l'affaire de quelques passionnés qui agissaient un peu en marge du système. Et puis arrive la loi d'orientation de 2005 avec son fameux article 34, et là c'est une petite révolution. Elle a instauré un droit à l'expérimentation. Pour la première fois, on reconnaissait officiellement que des équipes pouvaient s'écarter de la norme pour tester de nouvelles choses de manière collective et organisée. Et voilà le point crucial, cette distinction. L'innovation, ça peut être une initiative locale, parfois modeste, pour améliorer une pratique. L'expérimentation, c'est plus officiel. C'est une démarche validée par l'institution qui permet de toucher au cadre même, l'organisation du temps scolaire, le travail entre les disciplines. En gros, c'est une autorisation de construire, collectivement, une nouvelle façon de faire. Bon, maintenant que le cadre est posé, regardons les preuves. On a la chance d'avoir une méta-analyse énorme, menée sur 15 ans, qui nous permet de dessiner une carte de l'innovation en France. Alors qui innove, où et comment? Vous allez voir, les réponses sont parfois assez étonnantes. Le chiffre est impressionnant. Plus de 6000 cas étudiés. On ne parle pas de quelques anecdotes, mais bien d'une base de données extrêmement solide, analysée par François Muller et le réseau des Cardiers, qui sont les conseillers académiques en innovation. Ça permet vraiment de dégager des tendances de fond. Et la première surprise, c'est où ça se passe. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont les collèges qui sont les plus grands laboratoires d'expérimentation en France. C'est un enseignement majeur. Le collège est visiblement une zone où on se pose beaucoup de questions et donc un foyer d'innovation. Les lycées professionnels suivent de près, eux qui sont déjà habitués à s'adapter en permanence. Le primaire, lui, est pour l'instant un peu plus en retrait. Un autre mythe qui s'effondre, l'idée que l'innovation serait réservée aux zones riches ou aux grandes métropoles. Les cartes le montrent très clairement. Il n'y a pas de diagonale du vide. L'innovation est partout. En fait, ce qui fait la différence, ce n'est pas la géographie, mais bien la volonté politique locale et académique de repérer, de soutenir et d'accompagner les équipes qui se lancent. D'accord, on sait où et qui. Maintenant, voyons le comment. Qu'est-ce qui fait qu'un projet de changement réussit et s'inscrit vraiment dans la durée? Alors là, attention, c'est peut-être la statistique la plus contre-intuitive de toute cette analyse. On pense souvent que pour innover, il faut de l'argent. Eh bien, les données disent exactement le contraire. 80% des projets analysés fonctionnent à moyen constant, sans 1 euro de plus. Le vrai moteur du changement n'est donc pas financier, il est humain et organisationnel. Et voici la clé. Tout est résumé dans cette phrase. Le véritable levier, c'est le collectif. C'est cette capacité d'une équipe à se rassembler autour d'un projet commun, à le construire ensemble. C'est ce passage du jeu au nous qui est la véritable force de la transformation. Mais pour qu'un collectif fonctionne, pour qu'il soit bien plus que la somme de ses parties, il manque un dernier élément, le fameux ingrédient secret. Cet ingrédient, c'est l'accompagnement. Ce qui garantit le succès, ce n'est pas l'idée de génie ou le dernier gadget à la mode, c'est le soutien concret qu'on apporte aux équipes. La formation, le conseil, l'aide méthodologique pour définir des objectifs clairs, pour évaluer les résultats et pour ajuster le tir au fur et à mesure. Ce schéma résume parfaitement le chemin à parcourir. On part de l'enseignant seul, dont l'impact forcément reste limité.
On évolue vers l'équipe collective, qui peut déjà transformer son environnement proche, mais le but ultime, c'est de devenir une organisation apprenante. Un établissement entier qui se pense comme un système en constante amélioration, où le changement est normal, désiré et surtout accompagné. Alors, la conclusion nous ouvre sur une question essentielle pour l'avenir. Si l'on a compris que l'accompagnement était le véritable moteur, le défi n'est plus seulement d'avoir de bonnes idées, mais de construire une véritable fabrique de l'accompagnement, comme l'explore un ouvrage qui sortira en 2025. Comment outiller, former et structurer ce soutien pour que chaque équipe qui le souhaite puisse devenir un moteur de transformation? La question reste ouverte.